Congo, qui sera contre Congo? Lèvons-nous Congolais, nous ne sommes pas des aveugles, ne soyons pas paresseux, enfants, jeunesse et vieux. Chaque jour de l'estage na Congo, fonctionnaire payé, professeur payé, chic par-ci par-là, négocier ma promesse, personnel général qui s'impi à Sundilanga, Bumbela Mboka na yo. 8 millions de morts, qui s'engagent, ce sont nos frères et sœurs, papa et maman. Boboya Simon qui m'a pour Boboya Bakongolais, libérez Congo. Maman qui m'a vite, Mbengu Mbengu, Bokecho premier. Aïbo, Baloyo, Babila, Baloyo, Manam, Baloyo, l'émission na bino topesa na bino vraiment bainformation partout tokotaka partout toyambela na bino bato minene topesa na bino banews nyonso eza na kati ya Afrique du Sud. Merci beaucoup, bozalaka toujours connecté, bozalaka toujours branché na émission na bino. Bongo lelo tokoyambela bino professeur monene oyo aza professeur, un homme intelligent, un homme sage, oyo aza professeur na université awa na kati ya Afrique du Sud. Université à Mouné, na Afrique du Sud, aza professeur na Europe, aza professeur en Afrique, presque va payer. C'est un homme sage, intelligent. Donc l'émission na bino oyo bolanda vraiment mutu oyo bolanda mutu oyo aza sage, oyo aza intelligent, on peut se bino et l'autre va contribuer dans la vie na bino vraiment. Il s'appelle donc le professeur André Mbata. Quand vraiment bolanda ka bato bachaka makele troté, bato bachaka besoin de loba troté, ils ont retenir et l'autre côté. Bolanda docteur Mbata ou alobaka bien, ou après ça un message bien et contribuera vraiment la vie à société vraiment. Il s'appelle donc le docteur Mbata, un docteur en droit constitutionnel vraiment. Émission on a une émission politique, il y a la mouchure de la presse congolaise sans rival, le pasteur Pascal Bakole, il y a vraiment le grand professeur Mbata, le grand professeur de l'université Bélé vraiment. Pas trop de commentaires, suivez ça, la page publicitaire et on se retrouve tout juste après. Ne zappez pas du tout, restez connectés, c'est parti. C'est plus on vient sans rival Pascal Bakole, la puissance beauté, yalanga mobile, sans rival Pascal Bakole. Koka moi, nazana libala mais sans rivalité. Bonjour à vous tous les fidèles de Son Rival, vous qui nous suivez dans des websites, vous qui nous suivez à travers www.nouslescombattants.com, vous qui nous suivez à travers Voice of Congo, Banami qui est déjà nos Kabouya, vous qui nous suivez à travers des DVD, oui, aujourd'hui nous allons recevoir le professeur André Mbata, oui, cet homme a osé là où beaucoup hyper. Le professeur André Mbata a accepter des hauts risques, s'il vous plaît, à Kinshasa, le premier à pouvoir hausser les tons pour dire non à la révision constitutionnelle. Alors, il revient encore de Kinshasa. Nous les voici à mes côtés. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, votre ceinture, tout le monde a hyper, la famille a hyper, de pouvoir rentrer au Congo et puis vous revenez en bonne santé. Vous n'avez pas eu peur. Non, mais le Congo, c'est notre pays à nous tous. Le Congo nous appartient à nous tous, qu'on soit à l'étranger ou sur place dans le pays, c'est notre pays. Nous devons avoir l'habitude d'aller chez nous. Et il y a plus de peur que de mal, mais lorsqu'on sait que le Congo nous appartient à nous tous, nous devons avoir le courage de temps en temps de nous rendre au Congo.
Et moi, je suis en partie, ou en grande partie au Congo, parce que je suis professeur à l'université de Kinshasa. Ok, professeur, nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Le 7 mai, il y a élection présidentielle ici en Afrique du Sud. Quelles sont vos impressions à ce propos? Parce que nous avons les élections de la manière que ça se passe comparativement aux nôtres. Bon, les impressions sont bonnes. Aujourd'hui, le mercredi 7 mai 2014, les Sud-Africains sont en train de voter jusque-là. Ils votent dans le calme. Ce sont des élections provinciales et nationales. Ils votent dans le calme. J'ai vu ce matin des dirigeants des partis politiques. J'ai vu le président de la République, le vice-président de la République, aller voter comme tout le monde. Et lorsqu'ils arrivent au lieu de vote, ils se mettent en ligne comme tout le monde. On ne chasse pas les gens. Ils ne prennent pas les premières places. Ils se mettent dans la ligne pour aller voter. Je crois que c'était un grand jour pour les peuples sud-africains, un grand jour pour la démocratie dans ce pays. Oui, monsieur André Mbata, vous, en tant que professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, vous êtes aussi professeur de recherche à l'université d'Afrique du Sud et professeur invité à l'université de Paris Sud. Qu'est-ce que vous retenez? Quelles sont les leçons que vous pouvez donner par rapport à la démocratie, d'après ce qui se passe ici, comparativement à certains pays africains en général et à notre Congo en particulier? Je crois qu'il y a de grandes leçons que nous devons tirer de ces élections. D'abord, je dis, voilà les élections qui se passent dans le calme. Les élections se passent dans le calme. Le peuple sud-africain vote dans le calme. Et j'ai vu également la presse et les médias qui se comportent d'une façon vraiment impartiale et indépendante. J'ai vu, il n'y a pas de violence, il n'y a pas la police ou les services de sécurité contre l'opposition dans ce pays. Mais tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Je crois qu'il y a d'énormes leçons à tirer pour les élections qui se déroulent sur le continent en général et au Congo en particulier. Et il faut se dire que les élections se préparent. Ici en Afrique du Sud, la commission électorale indépendante, la commission des élections, traite tous les partis sur le même pied d'égalité. Ici, là où on va faire le dépouillement, tous les partis politiques sont représentés. Ici, il n'y a pas de secret pour le fichier électoral. Lorsqu'on se rend compte, par exemple, que dans le cas du Congo, M. Labé Malou Malou, il croit que le fichier électoral c'est un secret, tout simplement pour tricher à l'avenir. Ici, ce n'est pas le cas. Le fichier électoral est ouvert à tous les partis de l'opposition, tout comme à l'ANC. Je crois qu'il y a des leçons importantes à tirer. Et quelle autre leçon? Il y a des leçons dans ce sens que le pouvoir judiciaire, les tribunaux, ils attendent. Et s'il y a un conflit, et il n'y arrive pas beaucoup de conflits en Afrique du Sud, la justice va traiter de façon indépendante. Ce n'est pas comme chez nous lorsqu'on l'a vu lors des élections de 2016, de 2011, qui était une catastrophe. D'abord, chez nous, il faut se dire qu'au Congo, comme dans d'autres pays, la tricherie se prépare avant. On gonfle les listes des électeurs. Par exemple, dans la province du président de la République, on tend à majorer, à multiplier le nombre d'électeurs. Si bien que le jour des élections, il y a parfois 103% des votants. Donc un nombre supérieur à celui des électeurs inscrits. Qu'est-ce qu'on fait dans nos pays, dans les pays africains comme au Congo? Dans les partis du pays où l'opposition est majoritaire, la CENI réduit le nombre d'électeurs et il le fait à dessein. La CENI réduit le nombre des endroits de vote. Ça crée des problèmes. Je crois donc qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Et lorsque je regarde vers notre pays, ce qui se passe dans le pays, je crois que nous avons du long chemin à faire parce que je ne pense pas que dans l'état actuel des choses, M. Labé Malou Malou puisse nous organiser ce genre d'élections libres et indépendantes qui se voient ici en Afrique du Sud. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que M. Labé Malou Malou, c'est un conseiller du président de la République. C'est un conseiller du gouvernement. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il était au dialogue entre le M23 et le gouvernement en Ouganda. C'est un conseiller du président de la République. Alors, lorsque Malou Malou, qui a dirigé la délégation gouvernementale lors des négociations avec le M23, et que vous arrivez le jour des élections, le gouvernement est là, la majorité est là, qu'est-ce qu'il va faire sinon tricher? C'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui ont signé la pétition pour que Malou Malou dégage. Parce qu'il ne peut pas assurer des élections libres, indépendantes, impartiales au Congo. Donc je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Et je ne veux pas terminer.
je constate qu'il n'est pas venu, on ne l'a pas invité parce qu'on dit souvent au Congo, Malo Malo c'est un expert, on l'invite partout en Afrique, mais les Sud-Africains ne l'ont pas invité. Si M. Malo Malo était un grand expert en matière d'élection, il serait venu ici. Mais il ne faut pas nous donner d'exemple lorsqu'on l'invite dans des pays où les élections ne sont pas libres et indépendantes. Ce que j'ai constaté également aujourd'hui, et lors des élections qui se passent en Afrique du Sud, vous avez l'ancien président du Ghana, M. John Kufuor, qui est venu ici superviser les élections. Et il est très à l'aise. On peut en dire plus lorsqu'on va parler de la vie après la présidence en Afrique. Ok, merci beaucoup, monsieur André Mbata. Je crois que le risque en beaucoup de couleurs. Il n'y a pas seulement l'assassinat, mais il y a aussi les poisons. Vous venez du Congo. Je ne sais pas si vous êtes déjà examiné parce que là, il y a vraiment du poison. Le fait d'accepter de toucher d'abord la deuxième personnalité de P2, M. Évariste Bochab, vous avez eu à contredire son livre. Vous ne pouvez pas... quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre quand vous étiez au Congo? Parce qu'on a peur vraiment de vous perdre un des 4 matins. Bon, je crois que nous sommes des croyants, je crois que c'est Dieu qui protège. Et dans tous les cas, en tant qu'intellectuel, il y a toujours des risques à prendre. Il y a des risques à prendre et on dit quelque part dans nos traditions, même si vous ne parlez pas, vous finirez par mourir. Et personne n'est éternel sur cette terre ici. Et je crois qu'en tant qu'intellectuel, il y a des risques à prendre. Le risque et le fait même d'être un être humain, ça fait déjà partie des risques. Et en tant qu'être humain, on doit s'assumer. À plus forte raison quand on est intellectuel, quand on est professeur d'université et que son peuple vit dans les conditions difficiles, des conditions impensables au XXIe siècle, on doit prendre des risques. Je prends ces risques, je vais continuer à les prendre, tout simplement parce que je suis congolais, je considère que je fais partie de mon peuple, je dois souffrir avec mon peuple, et là où le peuple souffre, et là où le peuple pleure, en tant qu'intellectuel, on ne doit pas se cacher dans la diaspora, on ne doit pas se cacher dans nos bureaux climatisés, dans nos villas. Non, il faut avoir le courage d'aller sur le terrain. Parce que moi, j'en ai marre de certaines personnes qui se cachent loin du pays. Évidemment, il y a des risques. Je les prends tous les jours. Ça ne sert à rien de crier haut et fort si on n'est pas capable de s'engager sur le terrain. Et c'est ce que je fais, ce que je continue de faire. Je suis ici pour une semaine encore et je serai de retour dans mon pays, au Congo. Et pratiquement, pas plus tard qu'hier, vous étiez de retour. Qu'est-ce que vous avez eu à faire à Kinshasa? Beaucoup de choses ont été faites à Kinshasa. Je reviens de Kinshasa avant-hier, j'étais au Congo. Je devais d'abord me rendre parce que j'ai des étudiants en doctorat qui devaient faire leur prédéfense à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je devais être là et mes étudiants ont présenté leur thèse. On attend donc la défense publique qui se fera au mois de juin ou de juillet. Et deuxièmement, en dehors de cela, de mes activités académiques à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, j'ai dû lancer la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance dont on va peut-être parler tout à l'heure et dont j'ai déjà présenté la copie. Ok, merci. Abordons maintenant le sujet revue. Quels sont les objectifs de cette revue et quelle est son importance? Bon, la revue se nomme la Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. C'est une revue bilingue. Elle est publiée en français et en anglais. Il y a des articles en français et des articles aussi en anglais. C'est une revue importante parce que pour la première fois, depuis que notre pays existe, vous avez là devant vous la première revue internationale bilingue qui soit publiée dans notre pays. Donc depuis que nous sommes indépendants, voilà la première revue bilingue qui vient d'être lancée dans le pays. C'est un exploit. C'est une revue internationale de la démocratie et de la gouvernance. Pourquoi? Parce que nous pensons que la démocratie et la gouvernance, la bonne gouvernance, ne peuvent se développer effectivement que lorsqu'il y a une pensée à la base. Il faut donc que les intellectuels, par des réflexions de tout genre, contribuent à faire avancer la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays. C'est un cadre qui faisait défaut. Alors j'ai pensé qu'il fallait mettre à la disposition des intellectuels de mon pays et du continent en général un cadre de réflexion. Cette revue donc, ça va servir comme donc un réseau, un pool d'idées, de réflexions pour lancer la lumière, pour éclairer le chemin de notre peuple vers la démocratie et la démocratie. C'est pourquoi cette revue est particulièrement importante.
Ok, merci, on va encore y revenir, mais abordons un autre sujet. Vous étiez à Kinshasa quelques jours avant la visite du secrétaire d'État américain et la revue qui comprend votre article contre toute révision constitutionnelle. Alors, un jour avant l'arrivée de John Kerry, est-ce une simple coïncidence ou c'était une planification de votre part? Non, ce n'est pas une planification. Je ne savais pas que John Kerry se rendait dans notre pays. C'était une simple coïncidence. Et vous dites bien, la revue contient un article sur lequel on va sûrement revenir. L'article intitulé « Monarchie présidentielle et révision constitutionnelle, le syndrome du troisième mandat ou d'une présidence à vie dans les États membres de l'Union africaine ». Et donc on va revenir sûrement sur cet article-là, mais je dois dire que c'était une simple coïncidence. Et parce que je dis non, depuis le début, depuis l'année dernière, j'ai été parmi les toutes premières personnes, en tout cas les premiers universitaires, à m'inscrire en faux contre toute révision constitutionnelle dans notre pays. C'était une coïncidence. J'avais déjà réagi au livre qui était fait par mon collègue entre révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. J'avais envoyé une lettre personnelle au président de la République. Et je viens d'écrire cela avant même que John Kerry arrive, donc c'est une simple coïncidence. Et pour s'opposer à la révision de la Constitution, on n'a pas besoin de John Kerry, on n'a pas besoin des Européens ni des Américains. Le peuple congolais eux-mêmes doivent être les premiers à défendre leur Constitution. Si les autres nous viennent en aide, comme on l'a entendu avec John Kerry, ou comme je l'ai entendu hier avec le ministre belge Jean-Pascal Lasby, quelque chose comme ça, le nom, si je retiens bien le nom, qui s'oppose, qui s'exprime aussi à ce sujet, nous, en tant que Congolais, en tant que peuple souverain, les autres vont nous aider. Les autres peuvent nous soutenir. Mais nous devons être les premiers à défendre notre propre constitution. C'est pourquoi je n'ai pas attendu John Kerry, je n'ai pas attendu tous ces diplomates. J'ai été parmi les tout premiers à dire non, non à toute révision de la constitution, non à un troisième mandat à M. Kabila, non à un troisième mandat ou à une présidence à durée indéterminée dans notre pays. Et j'étais parmi les tout premiers à conseiller M. Kabila dans ce sens-là. Et j'espère encore qu'il suivra mon conseil. Oui, professeur André Mbata Mangou, à la lumière de ce que vous avez écrit dans votre revue, je crois que cette revue est écrite en contradiction au livre de Varis Bochab, parce que Varis Bochab, lui, parle de la révision constitutionnelle et directement après son livre, vous avez parlé comme si les gens ont fait sourd d'oreille de ce que vous disiez. Maintenant, vous êtes décidé de pouvoir écrire cette revue. Et parlez-nous un peu de cet article dans lequel vous conseillez une fois de plus à Kabila de partir en 2016 parce qu'il y a une vie après la présidence. Merci beaucoup, mais il faut encore préciser, l'article ou les articles ne sont pas en réaction au livre du professeur Évariste Bochab. J'avais déjà répondu à ce livre-là. Et même lui-même, le professeur Évariste Bochab, il n'est plus revenu. Je crois que peut-être on devait cesser de parler de lui. Parce que sur le plan intellectuel, je crois que le professeur Évariste Bochab a compris, il sait très bien qu'on ne peut pas réviser la Constitution. Il y avait un ballon d'essai, et le ballon d'essai avait été capturé ou bien détruit en plein vol. Donc ça ne sert à rien de parler de son livre. Je crois que lui-même a déjà renoncé intellectuellement à cette idée-là de la révision, même si la politique peut dire autre chose. Donc en revenant sur l'article, j'insiste sur le fait que les chefs d'État africains, y compris M. Kabila, le président du Congo, les chefs d'État africains doivent respecter les constitutions de leur pays. Les chefs d'État africains doivent cesser d'instaurer des monarchies. Ils doivent cesser de se cramponner au pouvoir. Lorsque le terme, la Constitution a tracé des limites, 2 mandats par exemple, et dans le cas du Congo, c'est 2016. Décembre 2016, c'est terminé et absolument terminé. Lorsque la Constitution est claire sur la fin du mandat, on ne doit pas blaguer avec la Constitution. Et c'est malheureusement le syndrome qui affecte plusieurs dirigeants en Afrique. Chez Denis Sassou Nguesso, chez Blaise Compaoré, chez Nkurunziza, chez M. Kagame, il y a ce syndrome-là à se maintenir au pouvoir indéfiniment. Et donc, ce qui s'établit, on est une sorte de monarchie présidentielle. Les présidents deviennent comme des monarques et après,
ils vont préparer leurs enfants, ils vont préparer leurs femmes, ils vont préparer leurs sœurs ou leurs frères pour les remplacer. On n'est pas dans des monarchies en République, dans nos républiques. C'est pourquoi je tenais dans cet article qui est adressé à tous les chefs d'État africains, y compris celui du Congo, je tenais à dire non à toute monarchie constitutionnelle et républicaine en Afrique, y compris en RDC. Il y a un terme pour le mandat du président de la République. Monsieur Sassou Nguesso, le président du Congo, il arrive fin mandat et d'ailleurs il a dépassé l'âge de 70 ans. Pour être candidat au Congo-Brazzaville, il faut avoir 70 ans. Il a dépassé 70 ans, mais il est en train de susciter des gens à Oyo dans certaines villes pour manifester. On crée des associations fictives pour dire nous voulons ça. C'est faux. Le même conseil que je fais à M. Joseph Kabila, il va tout droit à Denis Sassou Nguesso du Congo voisin. On ne doit pas toucher à la constitution. M. Sassou Nguesso doit également partir. C'est le même conseil que je donne à Blaise Compaoré, parce que je voyais tout à l'heure, il y a des manifestations à Ouagadougou pour appeler M. Compaoré au pouvoir depuis plus de 20 ans, de se reconduire encore. Mais c'est faux ça. Il doit partir. C'est ça le conseil que je tenais à donner ici dans le cas de M. Joseph Kabila. Le même conseil, Monsieur le Président, il y a une vie après la présidence. Vos compatriotes vous l'ont déjà dit, je l'ai déjà dit. Ça ne vaut pas la peine qu'un étranger vienne vous le dire. Je vous l'ai déjà dit, c'est un conseil que je donne au président de mon pays. Il y a une vie après la présidence. 2016, je vous crois partir. Il y a une vie après la présidence. Et effectivement, on va vous assister dans votre vie après la présidence. La meilleure vie ou la vie existera-t-elle après la présidence si on a commis des bévies? Je crois que c'est là où le bas blesse. Ce président, on perd de tout ce qu'il commet comme bêtises aujourd'hui et que cela puisse avoir des conséquences dans les futures, raison pour laquelle ils veulent se maintenir au pouvoir éternellement. Je crois que Mandela n'a pas eu à commettre trop de bévies, raison pour laquelle il y a eu une vie après la présidence pour ce qui concernait Nelson Mandela. Par rapport à nos présidents, pendant qu'ils règnent, ils acceptent qu'il y ait meurtre, ils commettent beaucoup de viols et toutes ces bêtises les poussent à se maintenir éternellement au pouvoir, de peur d'aller soit à la CPI ou qu'ils soient tués. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Cela va de leurs intérêts. Ils ont peur de payer de ce qu'ils ont eu à faire. Mais on finira tôt ou tard par payer. Ce que nous disons ici, c'est que même quand on a commis des crimes, on est présumé innocent. En droit, on dit qu'ils sont présumés innocents. Donc, à mon niveau, tant qu'ils n'ont pas encore été condamnés, ils sont présumés innocents. Tout ce que je réaffirme, c'est qu'il y a une vie après la présidence. Et d'ailleurs, l'article auquel vous faites allusion est là. Je reprends ici parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a pas de présidents qui ont quitté. Vous avez ici toute une liste des anciens présidents qui sont en vie. Et je vous les donne. Le Bénin, Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo. Ils sont à Cotonou. Ils mènent vie après la présidence. Vous avez le Botswana, Massiré et Mokai. Ils sont là au Botswana. Vous avez le Burundi, Pierre Bouyoya est en vie. Vous avez le Ghana, Rawlings et John Kofor. Il est là aujourd'hui en Afrique du Sud en train de superviser les élections. Il est en vie. Il y a une vie après la présidence. Au Ghana, vous avez Daniel Arap Moi et Mwai Kibaki. Anciens présidents. Ils vivent parce qu'il y a une vie après la présidence. Au Malawi, vous avez Bakil Mourouzi. Au Mali, vous avez Alpha Omar Konaré. Et au Mozambique, vous avez Joachim Kissano, la liste est longue. Au Nigeria, vous avez Goon, vous avez Ibrahim Babangida, vous avez Abdullah Salam Aboubakar, vous avez Olusegun Obasanjo, que le Congolais connaissent bien. Vous avez, en République sud-africaine, vous avez Frédéric Leclerc, vous avez Thabo Mbeki. Une vie après, la présidence existe. Au Sénégal, vous avez Abdou Diouf, actuel secrétaire général de la francophonie. Vous avez Abdoulaye Wade, qui est rentré dans son pays récemment. Il y a une vie après la présidence. En Tanzanie, vous avez Ali Hassan Mwini, vous avez Benjamin Kappa. En Zambie, vous avez Kenneth Kaunda et Banda. Il y a donc une vie après la présidence. Ce sont des exemples qui devaient inspirer Denis Sassou Nguesso, qui devaient inspirer Blaise Compaoré, qui devaient inspirer Paul Kagame, qui devaient inspirer Pierre Nkurunziza. Des exemples qui devaient inspirer Joseph Kabila pour leur dire, écoutez, il ne faut pas toucher à la Constitution, ça ne sert à rien de se cramponner au pouvoir, il y a une vie après la présidence, Monsieur le Président. Ne faut pas toucher à la Constitution, M. Joseph Kabila. Je crois que vous connaissez mieux le professeur André Mbata, ne cesse de le répéter, ne touche pas à la Constitution, encore une fois, M. Kabila.
ne touche pas à la Constitution. Il ne peut aussi pas, il peut ou ne pas toucher à la Constitution, bien sûr, mais il peut organiser certaines choses qui peuvent le pousser à aller jusqu'en 2018 s'il y a une petite ou grande guerre ici au Congo avant 2016. Ce sera possible qu'il n'y ait pas élection en 2016. S'il crée une guerre avant 2016, ce sera possible qu'il n'y ait pas élection en 2016. Bon, je crois qu'il ne faut pas prêter des intentions. Jusque-là, monsieur Joseph Kabila a fait dire par certains de ses lieutenants, monsieur Aubin Minako, qui est le président de l'Assemblée nationale, a dit que le président, l'avenir de la Constitution, vous avez la revue ici, va construire sur base du respect de l'article 1 à l'article 229 de la Constitution. C'est le secrétaire général de la majorité présidentielle. Monsieur Mende, dont on connaît les bruits et les brouillards dans le parler, il n'a cessé de répéter que ce sera d'une façon civilisée que monsieur le président et Kabila va céder le pouvoir. Donc je crois à mon sens que monsieur Kabila va suivre le conseil. Monsieur le président, je vous crois, je vous fais confiance jusque-là, même si vous n'avez pas encore répondu officiellement. Mais je sais que le moment opportun, et ça ne devait pas trop tarder, vous allez dire au peuple congolais, voilà, je suis là depuis plus de 15 ans, voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire, toute personne a des limites, et nous avons tous des limites. Je ne pouvais pas faire l'impossible, on ne pouvait pas trop me demander, j'ai fait ce que je pouvais faire, maintenant je peux me retirer, et monsieur le président, vous pouvez compter sur moi, et que je vous assisterai dans votre vie après la présidence, en termes de conseil. L'ancien président mérite des honneurs, et vous aurez effectivement droit à tout mon respect pour avoir respecté la Constitution en vous retirant du pouvoir en 2016. Vraiment, vous défendez les droits que vous avez eu à apprendre à l'école et que vous dispensez aussi à l'université. Que pensez-vous maintenant du message de John Kerry et de la récente déclaration du ministre belge de la coopération et du développement? Mais le message de John Kerry est bienvenu et celui du ministre belge. Évidemment, et comme je l'ai dit, nous ne devons pas trop compter. L'Occident a souvent eu des messages contradictoires. C'est l'Occident qui a soutenu Mobutu pendant 32 ans. C'est l'Occident qui nous a dit, c'est l'Amérique qui nous avait dit Mobutu holocao. Ça a toujours été l'Occident. L'Occident n'a pas toujours soutenu les forces démocratiques. Rappelez-vous le combat de l'UDPS. L'UDPS n'a pas toujours eu le soutien de l'Occident parce que c'était contre les intérêts de l'Occident. Mais cette fois-ci, je dois dire que le message, s'il faut prendre le message, il est le bienvenu. Parce qu'il s'inscrit en droite ligne avec tout ce que nous avons toujours projeté, que la Constitution a été adoptée par l'ensemble du peuple congolais par référendum, et comme une émanation du peuple souverain, cette Constitution doit être absolument respectée. Et cette Constitution prévoit pour la fin du mandat présidentiel et le dernier mandat, en 2016, cette Constitution doit être respectée. Je crois que c'est un message qui a son sens, il doit être fort, je crois qu'il doit être donné dans des termes pas alambiqués. Les Occidentaux, s'ils veulent la démocratie, ils doivent comprendre que nous avons également droit à la démocratie, comme chez eux, ils ont droit à la démocratie. Nous avons droit au respect des droits humains, comme chez eux, ils ont droit au respect des droits humains. Donc je suis d'accord avec ce message, mais je voudrais que les Occidentaux soient consistants, qu'ils soient constants, qu'ils continuent le même message dans l'intérêt de la démocratie. Donc je soutiens le message de John Kerry et du ministre belge de la coopération et du développement, parce que tout simplement, ils viennent après tout ce que j'ai dit. Ils viennent après tout ce que j'ai conseillé au président de la République. Ils viennent après. Ils viennent soutenir tout ce qu'on a toujours dit. Je le soutiens et j'espère qu'ils seront constants et que la Belgique et les États-Unis ne feront pas prévaloir leurs intérêts de business, leurs intérêts économiques pour sacrifier une fois de plus la démocratie dans notre pays. Et j'espère qu'ils vont continuer de cette façon-là jusqu'en 2016 en nous accompagnant, en donnant également des moyens pour que l'alternance se fasse dans les meilleures conditions dans notre pays. Et comment la classe politique congolaise a eu à interpréter le message de John Kerry? Particulièrement, je vois la société civile congolaise, certains leaders comme Vital Kamerhe, de l'UNC et sa plateforme Sauvons le Congo. Bon, mais ici, il faut dire une chose, c'est que je dois dire qu'une bonne partie de la classe politique a bien réagi. Je voudrais commencer d'abord par la société civile. Lorsque j'avais fait la conférence en juin, au mois de juin de l'année dernière,
en disant non à toute forme de révision de la Constitution pour donner un troisième mandat à M. Joseph Kabila. Lorsque je tenais la conférence à l'UNEKIN, j'étais heureux d'avoir dans l'assistance des leaders politiques. M. Vital Kamerhe était là. J'ai vu également M. Moïse Nyarugabo du RCD était là. J'ai vu d'autres partis politiques qui étaient présents. Et M. Kamerhe avait pris la parole. Je crois à tout seigneur, tout honneur. Il avait dit à ce moment-là, assistant à ma conférence bien sûr, que même s'il faut que les chars marchent sur nous, contre la révision de la Constitution, les chars marcheront sur nous. Et M. Vital Kamerhe a été constant dans ce discours-là. Il a dit, il a repris mes mots devant, lorsqu'il y a eu le colloque de l'opposition. M. Vital Kamerhe l'a répété à plusieurs reprises. Il a dit en Occident, partout où il va, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais féliciter le président Vital Kamerhe de l'UNC pour cette consistance, et cette constance dans le discours. Il faut aller de l'avant. Donc, j'apprécie beaucoup cette intervention du leader de l'UNC, M. Vital Kamerhe. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi dans Sauvons le Congo. Et dernièrement, j'étais invité là-bas. Sauvons le Congo, comme pour ceux qui le savent, c'est une plateforme qui réunit l'UNC, les idées de l'honorable Fayoulou et la société civile de l'ingénieur Christopher Ngoy. Sauvons le Congo est monté au créneau. Donc il y a 3 coordinateurs là-dedans. Il y a l'honorable Fayoulou de SID, l'honorable Bertrand Yoanga, secrétaire général de l'UNC et actuellement le patriarche de Mongo, après la mort de M. Justin Bomboko. Et il y a le 3e coordinateur, c'est Christopher Ngoy. Tous ces 3 coordonnateurs ont lancé la plateforme sur la voie pour dire non à toute révision constitutionnelle et également non à M. Malumalu. Et je le soutiens, je voudrais ici donc les féliciter pour cela. Mais après, il y a eu l'UDPS. L'UDPS est venu au créneau. D'autres partis sont venus. Les partis comme celui de MLP de Franck Diongo, ils sont venus à la rescousse. Les députés comme le Pouela et les autres, ils sont venus à la rescousse. Le MLC également, bien que timidement, ils sont venus. Donc la classe politique réagit, même les Mboussa et les autres, ils réagissent pour dire non à toute révision de la Constitution. La société civile, il y a également les églises. Et ici, je dois remercier les églises qui sont montées au créneau. La société civile du Katanga, alors qu'on ne pouvait pas le penser, elle a déjà réuni plus de 100 000 signatures qu'ils vont déposer la semaine prochaine. La société civile du Katanga, la province même du chef de l'État, donne l'exemple. Qu'il n'y a pas de place. M. Joseph Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Nous allons lui dire merci. En 2016, il ne pouvait pas faire l'impossible, mais le 3e mandat est interdit. On respecte la Constitution. Donc, j'apprécie ces sociétés civiles et j'apprécie également ces partis politiques dont je viens de parler. Mais dans le reste, il y a les partis de la majorité qui continuent avec un message incroyable. J'ai appris que le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni pour aller au référendum. Mais quel référendum? Ils veulent induire le président Kabila à commettre dans l'erreur. Et j'espère vraiment de tout cœur que M. Joseph Kabila, en suivant mon conseil, ne va pas entendre les cris de tous ces flatteurs qui se recrutent au niveau du bureau politique de la majorité présidentielle. Monsieur le président Kabila, vous avez été élu seul et pas tous ces tambourineurs, tous ces turiféraires qui essaient de vous induire en erreur. Donc je crois que vous ne suivrez pas les conseils de tous ces flatteurs qui se recrutent au niveau du bureau politique de la majorité présidentielle. Vous allez plutôt entendre la voix de votre peuple. Votre peuple est allé déjà au référendum. On n'a pas besoin d'un 3e référendum. Juste pour vous donner un 3e mandat, non. Il y a une voix après la présidence, monsieur le président. N'écoutez pas la voix de tous ces flatteurs kabilistes, extra-kabilistes, tous ces turiféraires, tous ceux-là qui pratiquent la politique du ventre. Je crois tous ces gens-là, tous ces flatteurs-là, laissez-les faire ce qu'ils doivent faire. Vous avez rempli votre mandat. L'histoire retiendra ce qu'elle retiendra de vous. Mais ne suivez pas les flatteurs de la majorité présidentielle. Tous les flatteurs du bureau politique de l'AMP, suivez plutôt la voix du peuple congolais telle qu'elle a été tracée à l'article 220 de la Constitution qui avait été adoptée lors du référendum de décembre 2005. Ok, merci beaucoup. Je crois que la dernière signature doit appartenir au peuple car nous sommes un pays démocratique. Démocratie à la compréhension d'Abraham Lincoln, c'est un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, que pense maintenant le peuple à propos de la révision constitutionnelle? Que pense le peuple, la population congolaise à propos du 3e mandat de M. Kabila? Je crois que le peuple s'exprime. Si dans l'article de la revue,
c'est justement un appel au peuple? Parce que le peuple doit être le premier à défendre la constitution de son pays. C'est le peuple qui doit le faire. Ce n'est pas les partis politiques ou tous ces flatteurs, ou tous ces corrompus, tous ces gens qui sont au pouvoir juste pour s'enrichir, payer des voitures, payer des maisons, envoyer leurs enfants à l'étranger pendant que le peuple souffre. Ils se la coulent douce, ils vivent dans de meilleures conditions pendant que le peuple souffre. Ils passent dans les télévisions, dans les médias publics pour parler, alors qu'ils parlent au nom de leur propre ventre et au nom de leur famille. Non, le peuple doit s'assumer. Je crois que le temps est venu. Le peuple doit défendre sa constitution et le peuple est allé au référendum. Si jamais on osait aller au référendum, ce sera un échec terrible. On ne va pas réviser et amender l'article 220. Le peuple doit s'assumer. Le peuple doit défendre sa constitution. Le peuple qui est au Congo, le peuple doit le défendre. Pendant qu'on complote contre le peuple dans des fermes, pendant qu'on complote, on paye des vols, on va de l'autre côté, on va en Bandake ailleurs pour comploter la constitution. Le peuple doit réagir. Et il ne faut pas le 64 de la Constitution. Le peuple a le droit de s'opposer à tout individu. Je fais allusion aussi à la majorité présidentielle. Groupe d'individus qui prendraient le pouvoir par la force ou qui maintiendraient en violation de la Constitution. Et le peuple lié à l'article 64 de la Constitution. Tout celui qui fait cela commet ce que la Constitution appelle un crime contre l'État et contre le peuple. Je voudrais ici attirer l'attention sur ce fait. Le crime prévu à l'article 64, la Constitution dit c'est imprescriptible. Je voudrais dire peut-être dans les Français un peu plus facile. Un crime imprescriptible qui ne s'éteint jamais. C'est-à-dire si on ne le poursuit pas aujourd'hui, on va le poursuivre demain, même à 100 ans, même après 1000 ans. On peut pas vivre plus de 100 ans. Alors tous ceux qui sont en train de comploter contre la Constitution et contre le peuple, le crime est imprescriptible. Si on veut le poursuivre, le peuple n'oublie jamais, il poursuivra les comploteurs contre son peuple. Le temps passé, mais ce crime ne sera jamais. Donc je renouvelle le message à notre peuple pour qu'on s'élève comme un seul homme, debout comme un seul homme de sa constitution, et c'est cela le droit d'assumer la souveraineté. Mon message va plutôt aux Congolais de la diaspora. Ici, nous avons des armes. J'ai toujours été pour la lutte pacifique, et pour la violence. Je reviens du Congo et je suis capable de dire ce que j'ai dit et je l'ai dit hier au Congo. Nous n'avons pas, il n'y a pas la place pour la violence. Parce que toute la violence, aux Congolais qui sont dans la diaspora, au lieu de rester dans leur salon, d'attendre les deuils, d'attendre les fêtes ou discuter la politique, les Congolais doivent s'exprimer pendant que M. Joseph Kabila hésite. Il faut aider M. Joseph Kabila. Nous devons libérer Joseph Kabila. Nous devons libérer Joseph Kabila. Oui, libérer. Les gens qui pensent que moi je suis contre M. Kabila. Oui, je suis dans cette voie-là. Mais maintenant, si nous devons sauver le Congo, libérer l'une des premières personnes que nous devons libérer, c'est Joseph. On doit le libérer parce qu'il n'a pas encore parlé. Il est on veut le tenir en esclavage par la majorité présidentielle. Tous les flatteurs kabylistes veulent tenir M. Kabila en otage. Libérer le président de la République. On le tient en otage, il doit se prononcer. Et la diaspora peut aider le président Joseph Kabila à... Et comment le faire? Il faut le démontrer. Pendant qu'il hésite, faites-lui savoir que monsieur, il y a une vie après la présidence. Il y a une vie par la présidence. J'ai vu par exemple les Congolais de la diaspora à Paris qui ont marché pacifiquement pour dire que le crédit est épuisé. Et lorsque le crédit est épuisé, vous ne pouvez pas retirer l'argent à la banque. Lorsque le crédit est épuisé, le crédit est encore là, mais en 2016, en décembre, il est totalement épuisé. Donc il faut d'une façon pacifique. Je suis sûr que M. Kabila aussi veut voir comment la diaspora s'exprime. Non pas par violence, mais d'une façon pacifique, envoyer des mémorandums, le manifester clairement, pas la violence s'il vous plaît. Dites-lui, Monsieur le Président, le crédit est en train de s'épuiser. 2016, c'est à la fin, il y a une vie après la présidence. Vous avez fait ce que vous pouviez faire. Voilà ce que la diaspora peut faire
au lieu de d'autres activités. Nous avançons. Si Wispa Parabellum, disent les latinistes, oui, je crois qu'il n'y a pas de paix sans la guerre. La violence est aussi utile d'une autre part. Vous qui êtes pour la non-violence, gloire au Seigneur, mais ceux qui sont pour la violence, en tout cas, si Kabila ne veut pas partir, là il faudra appliquer la violence. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec le professeur André Bata. Alors, revenons sur l'Afrique du Sud où nous nous trouvons à l'heure qu'il est. Les élections sont les 7 mercredi 7 mai 2014. D'une part, il y a l'ANC qui a postulé, je crois que l'ANC a beaucoup de membres. Il y a le dissident de l'ANC, le parti de Malema, et il y a aussi Hélène Zilé. Est-ce que vous pensez qui vont les remporter, qui vont gagner les élections? Bon, je crois ou j'espère. J'espère que l'ANC va... L'ANC peut gagner parce que Mandela, ils peuvent encore compter sur l'héritage de Mandela. Le peuple se souvient encore de Mandela. Mais j'aurais voulu et je souhaite que le quota de l'ANC va diminuer. La majorité de l'ANC va diminuer parce que l'ANC a pu démontrer que c'était un parti corrompu. J'espère que le nombre des élus de l'ANC va diminuer. C'est un parti de corrompus et l'ANC est également responsable de beaucoup de choses qui se passent au Congo. L'ANC, lors des élections de 2011, les faux bulletins de vote ont été envoyés de l'Afrique du Sud au Congo en passant par Lubumbashi et c'était l'ANC. L'ANC est dans les mines au Congo. L'ANC ou ceux qui sont proches de M. Zuma, ils ont été récompensés avec des contrats miniers au Congo, dans le Katanga, dans la province orientale. Donc c'est un parti corrompu. Moi j'espère que le nombre, ils peuvent encore jouir de l'estime qui revenait à Mandela. Mais j'ai pris de tout cœur pour que le nombre des élus de l'ANC puisse diminuer pour qu'à l'avenir, on ait l'alternance dans ce pays. Et je voudrais que l'opposition également se fortifie. Et je suis heureux de voir que le parti de l'INZEL, le DIE, est en train d'enfoncer. Le parti de Malema, EFF, est en train également de monter. Parce qu'effectivement, dans ce pays également, l'ANC, et comme l'a dit Monseigneur Desmond Tutu, qui est l'un des grands Sud-Africains, c'est un parti qui a montré qu'il est plein de corruption. Un pays qui soutient la corruption, non seulement ici, mais également en Afrique, et la corruption qui se vit au Congo. Les problèmes qui se vivent au Congo, même s'il ne faut pas négliger l'apport de l'Afrique du Sud, il faut également reconnaître que l'ANC est pour beaucoup dans la catastrophe des élections de 2011. L'ANC est pour beaucoup dans la corruption qui se fait dans notre pays. Ah oui, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. On ne peut pas lever l'encre sans dire un mot à propos des expulsés ou des refoulés congolais de Brazzaville. Alors, à Brazzaville, on a refoulé les Congolais. Que pensez-vous de cette politique? Il n'y a pas eu une main noire derrière Sassou qui a poussé M. Ndengue à pouvoir refouler les Congolais de Kinshasa. Et que penserez-vous encore de l'amnistie ou de l'amnistie de Kabila? Il a amnistié les prisonniers. Juste un mot. Bon, justement, il faut dire qu'au Congo, il y a environ 100 000 Congolais qui ont été expulsés de Brazzaville. 100 000 Congolais de nos compatriotes expulsés de Brazzaville et dans des conditions inhumaines. Et ça, c'est Brazzaville. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient chassés de l'Angola dans le même nombre et le gouvernement congolais ne dit rien. Il y a une crise terrible de leadership dans notre pays. Ça ne sert à rien. Les Congolais sont devenus des... On se moque d'eux dans le monde entier, même pas les petits pays. Hier, on parlait du Rwanda. Oui. Mais ici, c'est à côté. C'est le Congo, Brazzaville. Même dimension. C'était le Rwanda, on s'acharnait sur le Rwanda, on doit continuer à s'acharner sur le Rwanda. Mais voilà, ça vient maintenant du Congo-Brazzaville. Donc, les Congolais ne sont respectés nulle part à cause des mauvais leadership. Et je crois que si ça ne sert à rien d'envoyer des émissaires. Pour moi, il fallait rompre les relations diplomatiques avec le Congo. Il fallait corriger le Congo-Brazzaville. Mais je comprends ce que Sassou fait. Sassou est en train de... Il voudrait tripatuer la constitution de son pays. Il veut changer la constitution de son pays. Et il se rend compte que les Congolais, l'éveil maintenant de l'esprit des Congolais qui sont au Congo, les Congolais ne vont pas favoriser... Ils risquent d'intoxiquer les Congolais du Brazzaville contre son troisième mandat.
Sassou Nguesso veut se donner une présidence à vie au Congo-Brazzaville. Il croit que les Congolais qui sont à Brazza sont un danger, alors il faut les chasser avant ça. C'est ça ce qu'il fait. Mais M. Sassou Nguesso, il fait une terrible erreur. Et du côté de notre pays, cette terrible erreur, vous voyez un gouvernement faible, un gouvernement de pleurnichards. On n'envoie pas des gens comme ça. Le Congo aurait pu réagir, mais vous comprenez, c'est une crise de leadership. Et je crois qu'en 2016, nous serons en mesure d'y mettre fin et de montrer un Congo plus digne, un Congo vraiment qui joue son rôle dans le concert des nations. Parmi vos rêves, professeur André Mbata, la présidence n'a pas de place. Parce que je vous vois président du Congo dans le futur. Bon, je ne sais pas, pour le moment, on doit s'occuper de ce qui doit être fait. Pour le moment, je suis bien dans mon rôle d'intellectuel. Je suis dans mon rôle d'éveilleur de conscience. Chaque chose en son temps. Pour le moment, il n'y a pas d'avenir si on ne respecte pas la Constitution. Je pense que j'entends même des gens se préparent pour les élections dans la diaspora. Mais vous allez faire quoi si la Constitution est révisée? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous taisez maintenant, vous vous préparez, mais qu'est-ce que vous allez faire si 2016 n'existe pas? C'est pourquoi mon combat actuel, à l'heure qu'il est, c'est de donner des conseils. Je suis un intellectuel, vous voyez que je sais donner des conseils. Et le conseil actuel, c'est de dire à M. Joseph Kabila, n'écoutez pas les flatteurs de la majorité présidentielle, respectez la constitution de votre pays. En 2016, Monsieur le Président, c'est promis, je vous saluerai lorsque vous arrivez à la fin de votre mandat. Et il y a une vie après la présidence, on peut vous assister dans ce cas-là. Et il faut, c'est un conseil que je donne à quelqu'un, au président de mon pays. Il ne faut pas suivre les flatteurs, ils sont nombreux dans votre camp. Et ce que je fais ici, c'est en fait participe de l'effort, qui doit être l'effort du peuple congolais maintenant, pour libérer le président de la République. Il faut libérer M. Joseph Kabila et il faut le libérer de tous ces flatteurs de la majorité. Et pour le reste, j'ai lancé un appel à tous les intellectuels, un appel au peuple, un appel à l'opposition en remerciant la presse militante, en remerciant des leaders comme ceux de Sauvons le Congo, Vital Kamel, les autres, les Puela, les Fayoulou et tout ça, il faut les respecter, ils sont des honorables. Mais et tous ceux qui viennent après, l'UDPS, qui se réveille. On a besoin d'une UDPS forte. L'UDPS, c'était, on a besoin de ces partis forts pour qu'il y ait l'alternance dans notre pays. Alors l'alternance dans la paix, l'alternance par les moyens constitutionnels et pas dans la violence. Merci beaucoup. Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Parmi nos téléspectateurs, si quelqu'un se voit intéressé, où on peut alors trouver cette revue? Bon, la revue, on peut la trouver sur le site internet de IDGPA. C'est là qu'il y a les modalités pour le paiement. Ça fait 20 $ le numéro. Et tous les Congolais, le deuxième numéro va sortir au mois de juillet. Tout le monde est appelé à contribuer. Et ici, je lance également un appel. Ici, il faut la réflexion pour la démocratie et le gouvernement. Ce numéro sort avec mes salaires comme professeur à l'université de Kinshasa. J'ai dû sacrifier mes salaires de 2 mois. Il faut 2 mois de salaire pour sortir un numéro. Je viens de le faire. Je vais encore sacrifier le salaire de mai et du mois de juin pour qu'il y ait un numéro au mois de juillet. Donc j'en appelle à tous les Congolais, à tous ceux qui veulent promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays, non seulement de contribuer avec des articles, mais aussi s'ils le peuvent, avec des moyens financiers. Parce qu'il fonctionne, il est sorti, il sort avec mes salaires comme professeur à l'université de Kinshasa. Vous savez que ces salaires-là sont maigres. Il faut les combiner, il faut attendre 2 mois de salaire, publier un numéro. Mais je suis également une personne humaine, je dois vivre, je dois voyager. Alors c'est pourquoi j'aurais besoin de la contribution de chacun. Mot de la fin, je crois que je suis de ceux qui espèrent, même quand les choses apparaissent noires, j'espère que le Congo de 2016 sera un Congo nouveau. J'espère que nous aurons un leadership nouveau. J'espère que M. Joseph Kabila va respecter le conseil. Je viens de réformer le conseil au président de la République. J'espère que la classe intellectuelle, la classe politique, la société civile, le peuple congolais et même la diaspora vont assumer leurs responsabilités pour qu'on respecte l'état de droit dans notre pays, on respecte la constitution et on avance sur la voie de la démocratie, un peu comme les Sud-Africains le font. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Média Medina, Amiral Tims, merci beaucoup à vous tous qui me suivent en ce moment. Je crois qu'il y a un seul mot, un seul conseil à donner à M. Kabila. S'il y a 12 ennemis, je crois que si, M. Kabila, tu as des ennemis, les combattants ne sont pas tes premiers ennemis. Mais tes premiers ennemis, ce sont ceux qui t'entourent. Les Claude Machala, les Francis Kalombo,
les Papi Tamba, les Lambert Mende, ce sont ceux qui t'entourent. Alors ceux qui t'entourent sont ces gens-là qui te poussent à te maintenir au pouvoir, à réviser la Constitution, à faire le 3e mandat. Ils veulent ta mort, ils veulent ta destruction. Alors ce sont les gens à punir. Alors merci, voilà le mot que j'aimerais adresser à M. Kabila. Merci encore une fois à Belle Biche derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de Son Rival. Vraiment, à la prochaine. Merci au professeur André Mbata. Vraiment, je vous remercie. Merci. Merci pour votre combat. Merci beaucoup pour votre invitation. À la prochaine.